et on prévient tout ce qui est les risques professionnels et on accompagne du coup les assurés dans leur parcours. Donc nous, on a eu un projet immobilier, donc le siège social de la CARSAT Hauts-de-France. En 2018, il a été décidé de le réhabiliter. Et donc, je vais vous présenter un petit peu, alors ça a un petit peu changé de la partie, on va dire, réglementaire et normative qu'on a vu un petit peu. Là, c'est plutôt le prisme un petit peu d'un maître d'ouvrage qui essaie, entre guillemets, de mettre en place donc l'analyse de cycle de vie. Mais cette fois-ci, dans le cadre d'une réhabilitation. Alors, voilà, sur partie 9, on a vu que c'était réglementaire, mais dans le cadre de la réhabilitation, bah, pour l'instant, il n'y a pas vraiment aujourd'hui enfin, il y a des méthodes qui ont été proposées, mais il n'y a pas d'obligation en tant que telle de l'utiliser. Et aussi, nous, ce qu'on s'est attaché, c'est aussi ne pas, parce que la partie enfin la partie réglementaire aujourd'hui, elle est sur la partie énergétique et carbone. Enfin, en tout cas, les indicateurs, c'est ceux-là qui sont vraiment regardés. Et nous, l'objectif, c'était aussi de voir l'ensemble enfin, en tout cas, d'autres indicateurs pour avoir une vision globale de nos impacts environnementaux d'un projet immobilier. Donc, juste pour présenter un petit peu le site, donc c'est un bâtiment de 30 000 m² qui a été construit donc en 1980 par l'architecte Serge Ménil, voilà, qui avait également obtenu un Grand Prix de Rome en 1956. Donc, vous voyez un petit peu là ici quelques photos. Alors, je vais vous montrer assez rapidement. Donc, on a une architecture assez atypique hein, avec avec de larges façades vitrées et des sous-faces en élévation. On a un bâtiment donc, qui est composé de 6 plots de 2500 m² qui sont reliés entre eux par des passerelles qu'on voit par exemple ici. Et après, donc, on a le reste qui est en fait des galettes qui forment le rez-de-chaussée et puis le sous-sol du bâtiment. Donc, on a un ensemble immobilier qui est assez énergivore parce que bon, voilà, beaucoup de façades vitrées et puis donc un bâtiment de 1980 sur lequel on ne peut pas faire de réhabilitation par l'extérieur. Et donc, on s'est posé la question de comment on allait les réhabiliter. Et avec une distribution aussi des plateaux qui était un petit peu donc devenu archaïque et non fonctionnel par rapport à aujourd'hui notre environnement de travail. Donc voilà, donc juste pour rappeler un petit peu le contexte pour tout le monde, on sait qu'aujourd'hui on a un secteur du bâtiment qui consomme 43% des besoins énergétiques annuels français et 23% des émissions et génère 23% donc des émissions de gaz à effet de serre. On a un contexte climatique, le contexte climatique et les enjeux environnementaux bah, nous ont poussé tout simplement à un moment donné, à nous interroger sur les impacts écologiques du projet. Donc, on s'est dit, voilà, nous, en tant que maître d'ouvrage, il faut qu'on regarde, on a une responsabilité par rapport à notre ouvrage, alors pas que financière, pas que sur la partie fonctionnelle, etc., mais également sur la partie environnementale. Et la question, c'est de dire bah, comment on va faire pour challenger les offres que les groupements vont nous proposer, que les entreprises vont nous proposer, pour avoir un projet qui soit à la fois fonctionnel, performant énergétiquement, mais également qui ait le moins d'impact environnementaux. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a essayé de développer une méthode, alors non pas une méthode normative, parce qu'elle existe déjà, mais plutôt une méthode en fait liée à la commande publique, de dire comment on va challenger donc des candidats qui vont répondre à notre programme de réhabilitation pour mettre la CV, pour juger en fait le programme immobilier sur l'analyse de cycle de vie. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, alors juste pour présenter assez rapidement l'analyse du cycle de vie, parce que c'est vrai que c'était technique, mais il y a pas mal de maîtres d'ouvrage et peut-être que tout le monde n'est pas au courant de comment aujourd'hui l'analyse du cycle de vie fonctionne. Sur l'analyse du cycle de vie, l'objectif, eh bien, c'est par exemple si on prend une poignée de porte, on va comptabiliser tous les impacts environnementaux bien, liés à l'extraction des matériaux, aux énergies de première, seconde transformation, ainsi que pour les parties transport. Et derrière, eh bien, il va avoir donc l'utilisation dont on a dit tout à l'heure le périmètre donc sur 50 ans. Donc on va prendre en compte sur 50 ans. Et par exemple, si la poignée de porte au hasard j'ai une durée de vie de 15 ans, et ben on va remplacer donc 3 fois. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On va remplacer 3 fois cette poignée de porte et du coup on va recalculer 3 fois l'ensemble des impacts donc des ressources, des fabrications, du transport sur le périmètre de 50 ans. Et puis à la fin, bah, soit c'est revalorisé, soit il y a une partie en fin de vie. Et donc on fait ça donc on calcule ça par exemple les impacts environnementaux sur la poignée de porte et on fait ça pour tous les composants et les matériaux du projet immobilier.
on les additionne et ça, l'objectif, c'est d'avoir l'ensemble de l'impact de notre programme du projet immobilier et donc de notre réhabilitation. On est parti en gros sur la même réglementation que dans le neuf, mais qu'on appliquait sur la partie réhabilitation. Alors, pour réaliser donc ce sujet-là, on est passé par une procédure juridique qui est le marché global de performance. Alors pourquoi on est passé par un marché global de performance? Je pense que pour challenger l'analyse du cycle de vie, c'est une procédure, on va dire, la plus simple, entre guillemets, puisqu'elle associe à la fois toutes les composantes de la maîtrise d'œuvre, à la fois également les composantes de l'entreprise travaux, et à la fois les composantes de l'entreprise d'exploitation, donc qui va exploiter le site sur un certain nombre d'années. Donc nous, on avait mis 8 ans. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ces trois entités n'ont pas forcément bon, souvent l'habitude de communiquer entre eux sur un même projet, hein. Généralement, l'entreprise travaux réalise ce que la maîtrise d'œuvre a décidé et l'exploitant derrière arrive et souvent critique ce qui a été fait puisque il va devoir lui tenir les engagements que le concepteur a fait mais qui n'est plus là et que l'entreprise travaux a mis en œuvre mais qui n'est plus là non plus. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un seul et même groupement, donc à la fois le concepteur, ceux qui vont réaliser les travaux et à la fois ceux qui vont exploiter le site pour avoir à la fois la performance énergétique, la performance énergétique attendue, et donc du coup le coût derrière pour le maître d'ouvrage qui soit assuré. Et on l'a fait également pour la partie environnementale, et comme ça on a pu challenger à la fois l'ensemble, nous, de nos exigences. Et ce qu'on a acheté, c'était du coup plutôt une performance, même si on avait un droit de regard un petit peu sur les résultats de moyens. Pour ça, donc, ce qui nous apportait, c'était aussi de valider en amont et bien que les groupements qui allaient répondre à notre appel d'offres aient les moyens techniques pour répondre donc, sur l'ensemble de des prérogatives et notamment sur la partie analyse de cycle de vie, des éléments, des compétences sur l'analyse du cycle de vie pour élaborer de manière la plus fiable donc, les données. Et derrière, on a également un bureau d'études indépendant qui va contrôler et challenger les offres. L'objectif, c'est quoi? C'est que comme on est parti sur un marché global de performance, ça va être un dialogue compétitif. Donc ça va être un dialogue, ça veut dire qu'on va avoir plusieurs offres qui vont être remises et on va faire évoluer l'offre jusqu'à ce qu'on signe l'acte d'engagement avec les groupements. Et donc, sur cette évolution, on va challenger à chaque fois l'offre sur l'ensemble des exigences qu'on aura souhaitées. Et donc, on a également mis, nous, dans ce cadre-là, l'analyse de cycle de vie pour que, il y ait à la fois que les FDES soient affinés, à la fois qu'on puisse comparer les projets et nous, derrière aussi, avoir les impacts financiers et voir après avoir un arbitrage sur l'ensemble des impacts environnementaux et sur les coûts associés. Donc après, je dis que le marché global de performance, c'est le système aujourd'hui, la procédure la plus efficace parce qu'elle rassemble déjà tous ces composantes-là et en plus, du coup, entraîne forcément les fournisseurs de matériaux et de composants. Mais voilà, ça permet de créer une synergie déjà et d'avoir une réponse globale et assurée. Ça permet aussi de sécuriser le maître d'ouvrage dans son offre quand il va signer aussi l'acte d'engagement. Mais après, sur les autres procédures classiques, que ce soit même un appel d'offres, encore d'état séparé, etc., on peut également le faire. C'est juste qu'il faut adapter cette fois-ci donc, la méthode pour permettre de réaliser donc, l'analyse de cycle de vie et la challenge. Donc sur les procédures, sur la partie procédure juridique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc eu deux entreprises qui ont répondu, donc deux majors. Et donc ce que je vais vous présenter, c'est tout simplement d'aller regarder ce qu'on a réalisé, donc les résultats de l'évolution d'une offre d'un de ces deux candidats. Donc, on est parti sur 9 indicateurs. Donc, ce que vous voyez dans la première colonne, les 9 indicateurs avec les unités correspondantes. Et après, ce que vous voyez, c'est les résultats. Donc, vous avez l'offre initiale qui a été réalisée au premier tour. On a eu un tour intermédiaire et après, là, ce que vous voyez à la fin, c'est l'offre finale où on voit les gains par type d'indicateur. Donc, on n'a pas fait tous les indicateurs qui existent, mais on en a choisi 9 pour voir un petit peu ce que ça a donné, ce qui nous permettait en fait
de challenger et d'avoir une vision un petit peu globale, parce que l'objectif aussi, pour nous, c'était de ne pas se concentrer que sur un monocritère. On avait peur aussi si on se concentre sur un seul critère, c'est potentiellement aussi de peut-être dégrader d'autres et qu'on ne voit pas. Donc l'objectif, c'est de garder vraiment une vision globale de, euh, de ces indicateurs-là. Donc, on est parti sur le potentiel de réchauffement climatique, on est parti sur la consommation totale d'énergie primaire, sur la consommation d'énergie non renouvelable, les déchets non dangereux éliminés, l'utilisation nette d'eau douce, le potentiel d'efficacité, le potentiel de destruction de la couche d'ozone et le potentiel de dégradation biotique des ressources pour les éléments. Donc là, c'était la partie épuisement des ressources. Donc, on voit qu'on fait un gain entre l'offre initiale et l'offre finale qui va de 4% jusqu'à 28%. Et donc l'objectif, c'était que à la fois, donc toujours dans ce groupement, qu'ils puissent eux-mêmes se challenger aussi et qu'ils puissent améliorer l'Europe. Donc on voit que là-dessus, on a eu des bons résultats. Alors pourquoi on a eu des bons résultats? Il y a des résultats qui ont été de facto, puisque la première offre initiale, forcément, elle est moins définie. Donc il y avait beaucoup aussi de modules par défaut. Et qu'après, il y a aussi les FDES qui sont rentrés, qui ont affiné. Voilà. Et donc forcément, il y a eu des gains qui ont été faits par ce vecteur-là, mais il y a aussi des gains qui ont été faits par le fait qu'ils ont challengé eux-mêmes leurs fournisseurs sur bah, forcément, on va dire, les travaux où il y avait le plus de quantité, puisque forcément, c'est là où il y aura le plus de gains en termes de mètres carrés. Donc voilà, donc c'est un travail qu'ils ont fait en commun et sur lequel on a pu avoir ces résultats. On verra un petit peu les résultats peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Euh, Alors, la problématique qu'on a quand même en tant que maître d'ouvrage, c'est qu'une fois qu'on a ces éléments-là, c'est se dire aussi comment, entre les projets, on va pouvoir noter, comment on va pouvoir définir quel est le projet le moins impactant environnementalement parlant, parce que on voit que les unités sont différentes. Donc, on s'est posé la question de dire bah, comment on va faire pour noter, est-ce qu'on a une opération de référence où on va pouvoir diviser pour créer des ratios? Enfin, comment on s'est posé la question? Et en fait, on est parti par un système assez simple. On a tout simplement noté indicateur par indicateur. Donc là, on retrouve au niveau du tableau eh bien, les gaz à effet de serre, donc la partie carbone. Donc on a pondéré, on peut également changer la pondération suivant plein de sujets, en fait, suivant le contexte local, la partie politique, la partie... Enfin voilà, on peut changer, donc on peut pondérer de manière différente les indicateurs. Et ce qu'on a fait, c'est que là, alors là, on a pris des valeurs qui sont aléatoires, mais en gros, ici, vous trouvez donc quatre projets différents avec des valeurs du coup différentes, des valeurs absolues, des impacts environnementaux, par exemple, là, de la partie carbone. Et donc, ce qu'on a fait, c'est tout simplement, on a dit, bah, c'est simple, 554, c'est le projet le moins impactant, donc il a 10 sur 10. Et après, on fait un prorata pour chaque projet. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ça sur l'ensemble des indicateurs. Et après, ben, tout simplement, on fait une moyenne et on a la note sur 10. Donc ça nous a permis de noter, nous, les projets d'un point de vue environnemental. Et ça permet aussi, alors, nous, on avait on avait considéré qu'on isopondérait, donc on avait tout mis, chaque indicateur sur la même échelle, mais après, voilà, il est possible, en effet, de varier selon le maître d'ouvrage ou la politique en place, de favoriser, on va dire, un indicateur par rapport à un autre. Euh, donc sur la méthode d'évaluation. Donc assez rapidement, parce que tout à l'heure je vois qu'il y a un chef, il y a eu deux guides quand même qui ont été faits. Donc il y en avait un sur la richesse de l'analyse de cycle de vie, une publication Alliance HQGBC de l'année dernière, et il y avait également une autre publication sur les meilleures pratiques de l'incorporation de l'analyse de cycle de vie sur la commande publique, donc qui a été également publiée par l'Alliance HQGBC. Donc ça permet de donner aussi des informations sur comment on peut mettre en place donc l'ACV dans le cadre d'un projet immobilier. Et donc, je vais vous présenter maintenant quelques résultats donc, dans le cadre du projet.
Donc ici, on retrouve, parce qu'on a vu tout à l'heure, donc le radar entre l'offre finale et l'offre initiale. Bon, en fait, l'intérêt ici, c'est qu'on voit qu'on n'est pas venu aussi dégrader on n'est pas venu dégrader un indicateur par rapport à un autre. Donc, on a essayé de faire attention sur notre programme immobilier dans le cadre de l'avancement, mais également entre après. On a également le cas sur la partie des deux offres où on a pu challenger les indicateurs. Sur la répartition entre les contributeurs, alors ça, d'un point de vue maîtrise ouvrage, c'est vrai que généralement, on met beaucoup des chartes chez vert, des chartes vraiment sur le côté nuisance au niveau du chantier. Simplement, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, au niveau des impacts environnementaux, euh, en fait, ce sont vraiment la partie PCE et consommation d'énergie qui sont vraiment là aujourd'hui les plus impactants. Et que le chantier, en fait, finalement, il est vraiment négligeable sur les impacts environnementaux. Et donc, c'est vrai que on est souvent, enfin, on est très attentif à ça parce que ça peut créer des nuisances aussi au niveau du voisinage, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la charte chantier vert, on est attentif là-dessus, alors qu'on n'est peut-être pas assez attentif sur des fois sur vraiment les produits de construction et équipements qui sont, et sur la consommation énergétique aussi d'ailleurs, mais voilà, qui sont bien plus impactants que cette phase de chantier où on a l'impression qu'on est vertueux, alors qu'en fait, on voit que ça pèse vraiment pas grand-chose en réalité. Alors, toujours, alors ça c'est assez intéressant dans le cas d'un dialogue compétitif et pour la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, c'est qu'en fait là ce qu'on voit c'est par indicateur quel est le corps d'état qui va impacter l'indicateur. Alors, c'est intéressant pourquoi? Parce que c'est vrai que dans la partie neuve, généralement, on va dire que les indicateurs sont souvent impactés par le gros œuvre, parce que le gros œuvre, c'est souvent 60%, on va dire, du coût du marché. Donc, ça prend souvent une très grosse part dans le cadre de la construction neuve. Alors, dans la réhabilitation, on a quelque chose de plus neutre, de plus, comment je veux dire, de moins prépondérant. On va dire que les corps d'état secondaires peuvent vraiment s'exprimer dans le sens où forcément le gros œuvre étant nettement moins présent, eh bien on peut du coup cibler par rapport à l'indicateur qu'on souhaite, eh bien quel corps d'état on peut aller diminuer. Typiquement, quand on voit l'épuisement des ressources, bon, on voit en rouge que c'est la partie CVC, c'est de l'OCVC. On sait que si on veut aller diminuer cet indicateur-là, ben, il faut aller jouer dans ce lot-là. Donc, ça permet d'augmenter le terrain de jeu et d'avoir un terrain de jeu pas corps d'état séparé et d'aller voilà, aller challenger typiquement voilà, si je voulais donc l'épuisement des ressources, je viens challenger la partie CVC. Si je veux réduire l'utilisation nette d'eau douce, eh bien je viens challenger la partie cloisonnement doublage plafond suspendu. Si je veux challenger voilà, je peux aller chercher l'indicateur que je souhaite aller challenger et notamment si dans le radar précédent, j'ai vu que par exemple, j'ai pas été bon par exemple, j'en sais rien, moi, les déchets dangereux éliminés, puisque, par exemple, j'ai vraiment dégradé cet indicateur-là, et ben, je dis, bah, tiens, cet indicateur-là, en fait, il est impacté par, donc là, c'est façade menuiserie et puis réseau d'énergie. Bah, puisque je l'ai vraiment dégradé, je peux aller identifier le corps d'état sur lequel je peux potentiellement aller chercher quelque chose de moins impactant, le challenger. Et après, c'est sûr qu'il y a derrière un arbitrage financier. Ça, on est d'accord, c'est qu'après, il y a un coût financier potentiel sur la comparaison de matériaux ou de systèmes. Mais au moins, l'objectif, c'est de dire quel est le gain que je vais apporter et quel est derrière le coût financier que je suis prêt à accepter pour tel gain. Si je fais un gain de 2%, je ne vais pas aller augmenter de 50% mon sujet. Par contre, si je fais un gain de 60-70% sur cette partie-là, je peux aller chercher éventuellement par une peinture ou que sais-je. Enfin voilà, l'objectif, c'est d'aller identifier le corps d'état et après aller de challenger donc, la partie matérielle. Euh, on va faire un focus sur le lot 7. Alors, le lot 7, c'était le lot revêtement de sol, enfin le lot finition, en gros, donc c'était revêtement sol, peinture, euh, carrelage, où là, en fait, on a fait des gros, gros gains.
Notamment parce qu'on a vu challenger donc, pas mal de fournisseurs. Je ne sais pas si on peut les citer ou pas, mais, mais en gros, on est venu aller vraiment comparer des peintures très performantes sur la partie, notamment, enfin, la partie CO2 notamment, mais qui a impacté donc l'ensemble des indicateurs. Et en challengeant 3-4 en fait, fournisseurs, on a pu faire des gains vraiment très important. Bah, typiquement, on est parti par des peintures faites à partir à la base d'algues bretonnes. On est parti enfin, sur différents sujets. On a pris le métis, on a pris enfin, plusieurs sujets et on a réussi à venir vraiment diminuer de manière très importante ce low set. Donc on voit au niveau des résultats, hein, ça va quand même allez, enfin, vraiment 99,70% à 67,02%, enfin même à 53,18% pour les chaînons dangereux éliminés. Euh, et après, donc sur la partie carbone, nous, ce qui nous a trouvé, enfin, ce qu'on a trouvé être intéressant, c'est qu'à la base, c'est vrai que sur la méthode qu'on avait utilisée, donc on avait fourni donc des cadres de réponse pour que ce soit beaucoup plus simple, nous, à analyser et aussi pour que n'importe quel maître d'ouvrage puisse aussi facilement analyser donc, le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on trouvait le tableau de tout à l'heure avec les valeurs de base et on n'avait plus que la note à, entre guillemets, attribuer. Donc, on avait défini, on avait transmis donc des trames déjà toutes faites où il n'y avait plus qu'à remplir suivant ce que le logiciel, on avait demandé on avait demandé une utilisation par le logiciel Elodie, mais on avait un retour de fait, une trame, on va dire déjà tout à fait complète, qu'on a fait valider par un bureau d'études indépendant. Et ce qui nous avait intéressé, c'est qu'on était resté que sur 13 lots. On n'avait pas pris, en fait, le lot 14, vous voyez, le fluide frigorigène. On les avait pas challengés là-dessus. On les avait challengés, en fait, sur les 13 lots initialement. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que bah, les deux groupements, en fait, se sont eux-mêmes challengés pour baisser donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont prêtés au jeu. Nous, c'était une méthode qu'on a testée, donc ça demandait si les entreprises allaient répondre présentes. Et en fait, elles ont été plus loin que ce qu'on a demandé. Elles ont été aussi se challenger sur les fluides frigorigènes. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est que du coup, bah, on retrouve sur le lot 7, là, sur la partie CO2, le fait qu'on a bah, qu'il y a une diminution. Donc, en tout, c'est une diminution sur la partie carbone, c'est de 73%, je pense, euh, sur ce sujet-là. Et en tout, donc, on a diminué également la partie carbone, mais ce qui nous intéressait, c'est de surtout diminuer la partie carbone sans venir dégrader les autres indicateurs. Et ça nous semblait quand même important pour avoir un projet aussi immobilier qui soit, on va dire, responsable d'un point de vue global. Alors, on pourrait ajouter des indicateurs parce que je pense qu'aujourd'hui, on en a fait sur 9, mais je pense qu'on pourrait aller encore plus loin. Parce qu'après, il ne faut pas qu'on se limite. Enfin, quelque part, je trouve que c'est bien d'avoir une vision globale sur le sujet et pas de rester que je sais que c'est souvent le critère aujourd'hui carbone qui est valorisé. Mais voilà, aujourd'hui, il faut qu'on puisse aussi voir les autres incidences sur les autres indicateurs. Il y a aussi un autre sujet qui nous intéresse aussi en tant que maître d'ouvrage, c'est aussi le parallèle qu'on peut faire avec la notion de coût global. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu qu'il y avait les remplacements. J'ai parlé des poignées de porte où il faut remplacer 3 fois. Et tout à l'heure, on a vu aussi la personne précédente qui avait montrer également que, bah, en fait, au plus on remplace les matériaux, au plus on les paye 3 fois. Enfin, je veux dire, c'est le problème aussi, c'est qu'à partir du moment où la durée de vie elle est de 15 ans, et bah, si vous le remplacez 3 fois, vous le payez également 3 fois. Alors que des fois, il vaut mieux ajouter le second euro en investissement pour une durée de vie beaucoup plus longue, ce qui fait qu'il y a moins d'impact forcément environnementaux, mais aussi financièrement, on s'y retrouve. C'est-à-dire que bah, si au lieu de le remplacer 3 ou 4 fois, vous l'avez remplacé que 2 fois, bah, vous y retrouvez à la fois sur la partie financière et à la fois sur la partie impact environnementaux. Et ça, souvent, on a une corrélation souvent importante entre les deux. Alors, je sais qu'il y a des travaux qui ont été menés, qui sont encore en cours sur des fois la monétarisation des impacts environnementaux, mais c'est un vrai sujet parce qu'en fait, il y a vraiment un lien très étroit entre les deux. Et,
et pour le maître d'ouvrage qui paye un programme immobilier, enfin un projet immobilier, que ce soit neuf ou de la réhabilitation, bah forcément, cette notion de coût global, elle est à garder parce que bah, des fois, ça évite aussi qu'on a des projets qui sont vraiment bien réhabilités ou des projets qui sont très performants énergétiquement parlant. Et ben, quand on doit faire une réhabilitation, s'il n'y a plus du remplacement de composants, et ben, c'est un coût très faible que s'il faut commencer à réisoler tout le bâtiment, quoi. Donc voilà, c'est des choses qui se regardent aussi sur du long terme et enfin, l'analyse du cycle de vie, pour ça, elle est assez intéressante parce qu'il y a vraiment un parallèle assez important entre les deux sujets.